Et bonjour à tous, on aime s'y promener, c'est grâce à elle que nous respirons. Mais la forêt française est aujourd'hui en crise, une crise sociale avec 48 suicides à l'Office national des forêts depuis 2005. Une crise aussi de la biodiversité. Bonjour Benoît Colomba. Bonjour Jacques. Alors avec vous, on va essayer de comprendre d'où vient ce malaise des agents de l'ONF et puis on va voir en quoi cette perte de biodiversité menace notre forêt face au changement climatique. France Inter. Secret d'info. Jacques Monin. Les flammes avancent déjà depuis plus de 2 semaines. Des centaines d'hectares de la forêt amazonienne partis en fumée. Depuis le début de l'année, les scientifiques dénombrent plus de 72 000 feux de forêt. Une augmentation de 83% par rapport à 2018. Voilà, ça c'était en août dernier sur la chaîne France 24. On s'émeut de voir la forêt amazonienne dévastée par les flammes. Alors soyons très clairs, la situation de la forêt française n'est absolument pas comparable. Mais en voyant l'émotion suscitée par cette catastrophe, eh bien nous avons quand même voulu, nous aussi, à Secret d'Info, nous pencher au chevet de notre forêt. Et nous nous sommes rendus compte que des signaux d'alarme s'allumaient quand même. Avec le premier d'entre eux, Benoît Colomba, qui concerne les hommes, c'est-à-dire les agents qui travaillent à l'Office national des forêts. Oui, des agents qui se disent sous pression et qui ont vu les suicides se multiplier ces dernières années au sein de l'Office. Des gardes forestiers, puis plus récemment des ouvriers forestiers. 48 suicides depuis 2005, selon les syndicats, sur 9000 personnes. Alors, il faut rester très prudent, un suicide a rarement une cause unique. Mais pour Philippe Canal, le porte-parole de l'intersyndicale ONF, certains de ces suicides ne sont pas étrangers au travail. Vous avez un cocktail qui est augmentation de la charge de travail, pression permanente, perte de sens. Vous avez des pressions pour faire des choses dont vous estimez que c'est mal. Et les suicides, c'est hélas les drames tout en haut de cet iceberg. C'est ce qui se voit, mais la souffrance au travail, elle est très importante à l'ONF. Une souffrance très importante, mais c'est prouvé ça ? Eh bien, en tout cas, plusieurs rapports officiels font état de l'existence d'une souffrance au travail, oui, bien réelle. L'une de ces études a été menée en 2012 pour le compte de l'ONF, juste après une vague de suicides. Et cet extrait que nous avons fait lire est assez explicite. On note la présence importante de risques et de troubles psychosociaux, avec un niveau de stress élevé et des symptômes d'état dépressif significativement plus élevés que dans d'autres environnements professionnels. On note également un sentiment d'isolement au travail important et un soutien social insuffisant. Ce sont des facteurs de risque sur le plan psychosocial. Ouais, donc cette souffrance, elle semble bien établie. Mais alors, elle viendrait d'où cette souffrance, Benoît ? Eh bien, pour le comprendre, il faut faire un peu d'histoire. L'Office a été créé en 1964, mais au fil du temps, son modèle économique basé sur la vente de bois devient de plus en plus fragile. Et on peut repérer une date charnière, 1999. Cette année-là, la tempête met à terre plusieurs millions de mètres cubes de forêt. Le cours du bois plonge, les agents de l'ONF sont sous le choc. Et selon le président du syndicat SNUPFEN Solidaire, Philippe Berger, c'est à ce moment-là que les pouvoirs publics accélèrent les réformes de structure. On sortait des tempêtes, 2001, 2002, 2003, voilà, donc tous les bois n'étaient encore pas exploités, enfin voilà, on était encore bien plongé dans cette tempête-là. Et la direction à l'époque a lancé simplement une réforme dont le résultat était de dire, voilà, finalement, on enlève, je dirais, la gouvernance au terrain. Ça allait bien entendu avec des suppressions d'emplois assez drastiques. La direction a profité en fait de ce moment de traumatisme pour se lancer. Les gens étaient assommés. Complètement assommés, d'une part par les tempêtes et d'autre part par la réforme qui était mise en place par l'ONF. Mais la réforme, elle consistait en quoi ? Eh bien, c'est un grand chamboulement dans l'organisation du travail et une réorganisation entre les différents services. Les méthodes du public sont jugées rigides et inefficaces et il faut donc, d'une certaine façon, appliquer les méthodes du privé. Et ça a beaucoup de mal à passer, constate Gilles Van Peteghem, le secrétaire général du syndicat EFA-CGC. Ça a été un moment, je dirais, de rupture entre ce que les gens apprennent dans les écoles forestières diverses et variées, la transmission du patrimoine, de la forêt, du patrimoine forestier, de l'approche biodiversité, de ça à, il faut gagner des sous.
On rentre dans le monde industriel, le commerce mondialisé, j'irais un monde de requins où il faut faire sa place pour pouvoir survivre dans l'économie. C'est pas dans les gènes du forestier. Mais faire sa place, ça veut dire quoi, Benoît ? Eh bien, ça veut dire qu'on passe du temps long du forestier, et d'une forêt aux nombreuses essences, à une forêt coupée plus rapidement, qui doit répondre à la demande du marché. Et la logique de ce marché, beaucoup ont du mal à la comprendre d'ailleurs, explique le journaliste à reporter Gaspard Dalins. Il y a un tiers des grumes de chêne qui vont en Chine et qui vont revenir en meubles 20 fois plus cher en fait. Et donc on a déstructuré l'économie française du bois qui maillait avant tout le territoire avec des petites scieries, des établissements d'ameublement et tout ça s'est écroulé et a été déstructuré. Et aujourd'hui, la filière bois dit il faut simplement mobiliser plus de bois. Mais il ne s'agit pas simplement de produire plus, il s'agit de capter de la plus-value. Le pin Douglas qui pousse dans le Limousin est transformé en palette. Il pourrait être transformé en autre chose. Et donc il y a un décalage entre la vision de la forêt ou de ce qu'on pourrait en faire, qu'ont les personnels, et ce qui se passe effectivement sur le terrain. Oui, et ce décalage, Antoine Duarte, un expert de la santé au travail, l'a bien identifié. Il a recueilli la parole des forestiers de l'ONF et il a constaté qu'une expression revenait souvent, c'est la souffrance éthique. La souffrance éthique, c'est vraiment le moment où les gens participent à des actes qui vont à l'encontre de leur sens moral. Salir leur forêt, participer à la construction d'une forêt de merde ou une forêt papier-palette. C'est ce qu'ils disent. C'est comme ça. C'est vraiment là, ce sont des verbatims qui sont utilisés et qui donc engendrent chez ces personnes-là une souffrance très importante. Ce qui fait naître la honte, c'est que les gens participent à détruire leur travail. Cette honte, le fait de ne même plus pouvoir se regarder dans la glace, puisque c'est des éléments comme ça qui ressortent dans les enquêtes, c'est le fait de se dire, en fait, je casse ce que je tenais juste et vrai auparavant. Je casse ce que je faisais, c'est ce que ressentent, ce qu'expriment donc les personnels. Et la direction, elle l'entend ça ? Alors, ça dépend des périodes. Par exemple, entre 2015 et janvier 2019, c'est Christian Dubreuil qui est à la tête de l'ONF. Et beaucoup perçoivent sa gestion comme, disons, assez musclée. Il congédie plusieurs responsables, dont certains obtiendront gain de cause ensuite devant les tribunaux. Et il écrit une série de courriels qui vont stupéfier les salariés. C'est-à-dire ? Par exemple, le 11 septembre 2018, alors qu'un cadre vient de l'informer de la dégradation des finances de l'ONF, voilà ce qu'il lui répond. Nous avons fait lire son courriel. C'est la catastrophe. Vous allez donc jouer à un jeu d'ici la fin de l'année. Faire rentrer les recettes et réduire drastiquement les dépenses. Si vous réussissez, vous serez payé en décembre. En cas de dépassement du plafond de trésorerie, l'agent comptable principal, le contrôleur général économique et financier et le directeur général de l'office n'auront plus qu'à remettre leur démission à leurs ministres respectifs. Vous me direz, ça économisera de la masse salariale. Ouais, c'est un sens de l'humour assez particulier. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dès 2017, en fait, une alerte est lancée par plusieurs syndicats auprès des différents ministères, à commencer évidemment par celui de l'agriculture. Et le syndicaliste Gilles Van Peteghem consigne dans un document tout ce que les agents reprochent à Christian Dubreuil. Le ministre a sollicité le document que je lui ai remis. Il voulait l'avoir à titre personnel. Il voulait aller voir ce mémento à titre personnel. Il me dit, je sais, il se passe des choses, mais vous me le complétez, vous me faites un mémento de tout ce qui se passe. Je le fais. Et il se passe absolument rien. On n'a aucun retour, je dirais, de l'administration, ni du cabinet, ni rien. On a l'impression qu'on parle à des gens qui n'entendent pas. Ouais, donc c'est le statu quo. Oui, en fait, la tutelle est prise entre deux feux. D'un côté, les critiques adressées par les syndicats et de l'autre, le directeur général en poste à l'époque, Christian Dubreuil, pour qui il n'y a aucun problème, ni avec la réforme, ni avec ses méthodes. Alors, il n'a pas souhaité répondre à une interview, mais je vous propose d'écouter ce qu'il disait devant les sénateurs le 21 mars 2018. Il y a eu effectivement de manière simultanée 4, à l'époque on les appelait agents patrimoniaux, qui se sont suicidés. Au même moment, c'était le problème de France Télécom. Tout ceci a été traité médiatiquement et a créé d'ailleurs une crise grave à l'office. Alors maintenant, mesdames et messieurs les sénateurs, j'aimerais vous dire qu'à l'office, on ne se suicide pas. Et le fait de reparler périodiquement des suicides à l'office pèse singulièrement
sur le moral des cadres, des fonctionnaires et des salariés. Ouais, donc pour lui, il faut pas dramatiser. Oui, et pourtant, un courrier d'un médecin du travail daté du 10 avril 2019, donc très récemment, contredit quelque peu cette vision des choses. Ce médecin alerte sur la situation du personnel au siège même de l'ONF. Nous avons fait lire ce document. J'ai pu constater des situations de souffrance majeure au travail. La plupart des personnels qui m'ont fait part de ces difficultés ressentent que l'établissement n'est plus en mesure de prendre en compte leur détresse, tant ils perçoivent que les fondements professionnels, moraux ou tout simplement humains de l'organisation qu'ils connaissaient ont été dévastés. L'ensemble de ce contexte appelle, à mon sens, une prise de conscience de la direction générale sur les graves dangers humains, professionnels et juridiques, voire judiciaires, qui résultent de cette situation. Ah oui, danger judiciaire, il y va fort, là. Oui, mais tout ça, finalement, fait écho au travail d'un psychiatre et psychanalyste, Christophe Dejour, qui dirige l'Institut de psychodynamique du travail à Paris. Pendant plusieurs mois, avec ses équipes, il a rencontré des agents forestiers dans le sud-ouest de la France. Et ce qu'il a entendu lui rappelle notamment l'affaire France Télécom et les méthodes de son PDG Didier Lombard. Précisément, nos enquêtes à nous amènent à voir beaucoup d'analogies entre ce qui se passe à l'ONF, ce qui se passe à la Poste, ce qui se passe à France Télécom et ce qui se passe dans les hôpitaux. Didier Lombard, pour obtenir tous ces départs, y compris que les gens, s'ils ne veulent pas sortir par la porte, ils sortiront par la fenêtre. Mais pour obtenir ça, il faut un sacré zèle chez les managers. Et des managers, il y en a beaucoup. Et dans les forêts, c'est la même chose. Il y a des managers qui se sont convertis. Il y a des gens, des hommes et des femmes derrière ce système. Ouais, donc pour lui, ce serait toute une chaîne qui serait en cause. Et à l'ONF, on en dit quoi? Alors, concernant les suicides, la direction actuelle explique que le sujet est pris au sérieux, que le nombre de responsables santé-sécurité et d'assistantes sociales a été doublé et que le dernier suicide répertorié comme professionnel remonte à 2015. Concernant cette fois spécifiquement cette alerte du médecin du travail dont je vous parlais il y a un instant, des mesures ont immédiatement été prises, assure le directeur général par intérim, Jean-Marie Oran. Cette alerte, dès que je l'ai découverte, immédiatement nous avons réagi. Et nous avons pris les mesures qu'il convenait de prendre pour traiter en effet un certain nombre de situations difficiles et délicates qui n'avaient pas été peut-être suffisamment prises en compte. Depuis, les mesures correctives ont été prises. Ouais, donc on a fait le nécessaire. Et sur le fond, Benoît, sur la perte de sens, sur le fait qu'on traiterait moins bien la forêt? Eh bien, Jean-Marie Oran assume les efforts demandés en termes de gains de productivité, mais il fait remarquer que si on regarde les chiffres, il n'y a pas plus d'arbres coupés qu'avant. Les volumes vendus à millions de mètres cubes sont en baisse constante. C'est le résultat de la gestion durable de nos forêts. On ne peut pas dire que la forêt est surexploitée et qu'on s'est lancé dans une approche productiviste où le seul objectif était la rentabilité. France Inter. Secret d'info. Jacques Monin. Alors maintenant qu'on a évoqué la crise sociale que traverse l'Office national des forêts sur fond de réforme de l'exploitation du bois, on va voir qu'il traverse aussi une crise financière, Benoît Colomba. Et du coup, on fait preuve d'une imagination assez fertile pour trouver de l'argent. Ben oui, parce que la vente de bois ne permet plus à l'ONF de se financer. Et du coup, certains ont commencé à réfléchir à d'autres solutions. Et ça, dès la fin des années 90, se souvient l'ancienne directrice adjointe de l'ONF, Geneviève Ray. On ne parlait pas encore de start-up à l'époque, mais c'était tout à fait l'esprit start-up. Essayons donc de développer des activités qui vont générer du chiffre d'affaires en s'appuyant sur l'image de l'ONF, sa notoriété, de manière à consolider le fonctionnement de l'ONF. Donc, une des premières sources de diversification, ça a été de dire il faut faire des travaux hors forêt. Les activités classiques, traditionnelles et finalement le cœur de métier de l'ONF apparaissant comme étant un peu ringard, c'est l'image des paléoforestiers qui regardent pousser les arbres sans que finalement tout ça soit très dynamique. Oui,
pour faire mieux que ces paléoforestiers. Benoît, on va donc chercher l'argent où on peut. Oui, et c'est ce que montrent des documents inédits auxquels nous avons pu avoir accès. Nous sommes en 2012, la trésorerie de l'ONF se dégrade sérieusement et c'est à ce moment-là que son conseil d'administration envisage de faire appel à des fonds de pension européens pour éviter de nouveaux emprunts bancaires. Voilà ce qu'en dit ce document de l'ONF daté du 21 septembre 2012. Le placement privé est la meilleure option susceptible de sécuriser le financement de l'ONF. Les placements correspondant à des contrats de droit allemands, privilégiés par les fonds de pension allemands et autrichiens, limitent le nombre de prêteurs potentiels, mais ils garantissent une grande confidentialité. Ces placements apparaissent les plus adaptés aux besoins et aux exigences de l'ONF. Et alors, on va aller chercher finalement ces financements allemands et autrichiens. Alors, selon nos informations, la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie met finalement son veto en expliquant que le statut de l'ONF ne lui permet pas d'aller sur ces marchés. Alors, je précise qu'a priori, l'opération n'était pas particulièrement risquée, mais elle en dit long, en revanche, sur l'état d'esprit qui règne alors à l'office. À l'époque, Geneviève Ray se pose beaucoup de questions. J'ai eu une interlocutrice, une spécialiste financière, qui m'a dit « vous allez finir avec des Qataris ». Est-ce bien raisonnable ? C'était exactement mon sentiment. C'est un peu la financiarisation de l'ONF. En tout cas, c'est un fantasme de recours au marché financier pour résoudre un problème qui est un problème politique. C'est que veut-on faire de ce bien commun qu'est l'ONF ? Ouais, donc à l'époque, cet ex-responsable s'interroge. Maintenant, il y a eu d'autres montages, et vous en avez trouvé, qui sont encore plus troublants que celui dont on vient de parler. Oui, nous sommes toujours en 2012. Une filiale de l'ONF, ONF International, envisage d'entrer au capital d'une société liée à un fonds spécialisé dans l'agroforesterie, le fonds Moringa. Ce fonds promet entre 10 et 12% de taux de profit à ses investisseurs, mais il est lié à des sociétés luxembourgeoises et il est supervisé par une banque suisse. Voilà, tout ça c'est un peu compliqué. C'est justement ça qui inquiète le responsable du département financier de l'ONF à l'époque. Voilà ce qu'il écrit dans un document daté du 7 juin 2012. Le risque principal réside dans l'implication de l'ONF dans le montage lui-même. La banque étant de droit suisse, elle ne peut garantir l'origine des fonds investis. Ce projet Moringa peut donc soit mettre en jeu des sommes d'origine douteuse, soit des sommes propres que les propriétaires souhaitent faire échapper au fisc. La révélation de l'implication, même indirecte, de l'ONF dans de telles activités pourrait être lourde de conséquences. Donc on tire la sonnette d'alarme et on en tient compte de cette mise en garde ? Eh bien, un mois plus tard, le 2 juillet 2012, c'est le contrôleur général économique et financier qui écrit au directeur général de l'ONF et il lui demande alors clairement de renoncer à cette prise de participation financière. La complexité, l'opacité et l'ambiguïté du montage envisagé présentent des risques pour l'ONF et pour l'État. Si des investisseurs s'estiment lésés par la faute d'ONF International, un défaut de surveillance pourra être reproché aux tutelles de l'ONF. L'État sera alors dans une situation délicate sur un sujet très sensible. Le problème ne sera alors plus seulement juridique, mais diplomatique et politique. On ne peut pas être plus clair, là. Effectivement, et c'est pour ça que l'ONF renonce finalement à faire partie de ce mécano financier. Cela dit, il travaille tout de même avec ce fonds d'agroforesterie en Afrique et en Amérique latine, aujourd'hui encore comme assistant technique. Ouais, donc à minima, ce que ça montre en tout cas, Benoît, c'est que l'ONF cherche de l'argent d'où qu'il vienne. Oui, et pour ça, il multiplie aussi les partenariats avec des entreprises privées. Alors, ils sont une quarantaine de mécènes à financer l'ONF, le lait Gigose, la banque HSBC ou l'assureur AXA. Et le dernier exemple en date, c'est Total, le pétrolier qui se présente comme le premier mécène de l'ONF à travers sa fondation. Et pour Sylvain Angerand, de l'association Canopée, tout ça n'est pas innocent. Il y a encore quelques années, la fondation Total a été orientée vers les océans. Tout simplement parce que Total était sous le feu des projecteurs pour tous les problèmes de forage offshore et autres. Quand on a commencé à faire campagne contre Total sur l'ouverture de sa bioraffinerie à la Mède, c'est à côté de Marseille, qui est une immense bioraffinerie de pétrole qu'ils veulent reconvertir en raffinerie à base d'huile de palme, plutôt que de dire effectivement, c'était une mauvaise idée cette bioraffinerie. Leur réponse a été de dire on change rien, mais derrière on va financer des actions pour planter des arbres, du greenwashing. Qui est tombé dans le panneau ? L'ONF.
qui a accepté de recevoir les sous de Total pour faire des projets de plantation en France. Et je précise que Total n'a pas répondu à notre demande d'interview. Et à l'ONF, on en dit quoi? Eh bien là encore, on assume parfaitement. Écoutez le directeur général par intérim de l'Office, Jean-Marie Oran. Quel est le problème? La Fondation Total, elle intervient dans beaucoup de secteurs, et y compris auprès d'organisations non gouvernementales qu'elle soutient. C'est un partenaire parmi d'autres. Au nom de quoi je dirais à Total, non, on ne veut pas de votre argent. Pourquoi nous blacklisterions Total? Total est une entreprise française. Et puis moi, je vais vous dire une chose, parce que je vois très bien le procès, pourquoi Total et pourquoi pas demain je ne sais quelle entreprise. Pour moi, l'important, c'est que l'argent qui nous est donné par nos mécènes soit bien utilisé. C'est pas tout à fait faux, Benoît. S'il est bien utilisé, cet argent, où est le problème si ça sert à planter des arbres? Eh bien, le problème, c'est qu'une partie des agents de l'ONF ont un peu l'impression qu'on vend leur âme finalement pour pas grand-chose. Et ça peut aussi avoir des conséquences à plus long terme, estime le représentant de l'intersyndicale Philippe Canal. Le jour où le financement des services publics sera en partie assuré par le monde de l'entreprise, des industriels, des lobbies divers et variés, ils ne se contenteront pas de payer et de faire de la communication. Ils commenceront à influer sur la politique du service public. Le service public doit être quelque chose indépendant des financements et donc à un moment donné des desiderata du monde financier et du monde de l'entreprise. On voit très bien où ce genre de dérive pourrait mener. Oui, c'est sur ces propos qu'on va s'interrompre quelques instants, je vous le propose, Benoît Colomba. Mais surtout, restez avec nous dans une deuxième partie. Nous allons voir en quoi cette fois-ci la biodiversité de la forêt française est aujourd'hui menacée. Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter. Alors, retour à notre récit après avoir évoqué la crise sociale et financière que traverse l'ONF. On va maintenant parler de la forêt elle-même, Benoît Colomba, et on va voir que sa biodiversité est donc en perte de vitesse. Oui, alors là, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord savoir que les 3/4 de la forêt française sont gérés par des acteurs privés. Et parmi eux, on trouve notamment des banques ou des assurances, comme l'explique le journaliste Gaspard Dalins, auteur du livre « Main basse sur nos forêts ». Dans les années 60, il y a une véritable métamorphose de la forêt qui se fait, et notamment par certains types d'acteurs, c'est-à-dire des assureurs, des banques qui vont investir dans la forêt comme dans n'importe quel portefeuille, avec l'objectif de rentabilité et une fonction économique de la forêt. Il faut bien voir que la forêt, ça va devenir le 3e portefeuille dans lequel vont investir les banques après l'immobilier et après les valeurs boursières. AXA détient par exemple à peu près l'équivalent de la forêt de Fontainebleau en France. Il fait partie du top 10 des propriétaires forestiers européens, AXA. Mais en quoi c'est un problème qu'AXA, ou d'autres d'ailleurs, investissent dans la forêt? Parce que ça peut avoir des conséquences, et on va le voir dans le Morvan. Après la Deuxième Guerre mondiale, sous l'impulsion de l'État d'ailleurs, la culture des résineux s'est développée à la vitesse grand V au détriment d'autres essences, notamment les arbres feuillus. Isabelle Beniche appartient au collectif SOS Forêt Bourgogne et elle a vécu tout ça de très près. Je l'ai suivie au milieu des sentiers de la forêt morvandaise. Donc j'espère que vous n'êtes pas venu en espadrille parce que c'est pas le jour. On ne peut pas faire une seule sortie, une seule promenade sans tomber sur un désastre. Soit c'est le chemin, soit c'est la coupe rase, soit c'est le paysage, mais il n'y a plus de possibilité de se promener sans tomber sur un désastre. C'est vraiment des champs de culture, c'est plus de la forêt. Et donc les investissements en forêt, c'est quoi? C'est planter du résineux, du résineux, du résineux, du résineux. Enfin, je veux dire, on aurait cultivé de l'eucalyptus ou des poireaux ou du palmier à huile. Je veux dire, nous, le Douglas, on l'appelle le palmier à huile du Morvan. Le palmier à huile du Morvan. Mais pourquoi on a planté autant de résineux? Eh bien parce qu'il pousse vite, qu'on peut le couper jeune, autour de 35-40 ans, et qui correspond en fait à l'attente d'une bonne partie de la filière. Alors ce n'est pas le pin Douglas en lui-même qui pose question, mais plutôt la façon dont on le travaille. Le temps s'est raccourci pour couper et récolter les arbres, s'inquiète Sylvain Angerand de l'association Canopée. Et avant, un forestier, quand il allait voir une jeune pousse, un jeune arbre en forêt, en fait, il savait que de son vivant, il ne le verrait pas couper. Et aujourd'hui, quand les gens plantent des arbres, c'est pour les récolter à 40 ans. Donc en fait, il y a eu une inversion. La durée de vie des arbres aujourd'hui, elle est devenue plus faible que celle des humains. Donc oui, parler d'industrialisation de la forêt, je crois que c'est le terme qui est très juste. C'est des pratiques qui sont en train de se généraliser. Et c'est là où ça nous inquiète.
Se généraliser, c'est vraiment le cas ? Alors, en tout cas, d'autres acteurs institutionnels font l'objet des mêmes critiques. La Caisse des dépôts et consignations, par exemple, donc l'État, c'est aussi un acteur de poids dans le secteur forestier. Je suis allé voir ce qui se passait en Haute-Marne, juste à côté de la forêt communale de Rozoy, où j'ai suivi la trace d'un agent de l'ONF. En fait, en forêt, pour faire un chêne, il faut 200 ans. Pour faire un Douglas, la Caisse des dépôts va mettre 35 ans. C'est là où il y aura les plus gros rendements en Syrie, c'est là où ils sont vendus le plus cher. On est dans de l'agriculture. En agriculture, quand vous avez récolté votre blé, votre maïs, et derrière, on replante. C'est zéro perte de temps. Et zéro perte de temps, en quoi c'est gênant ? Ça peut avoir des conséquences, notamment sur la biodiversité, parce que vous modifiez en fait tout l'écosystème et ça n'échappe pas aux yeux et aux oreilles du garde forestier que j'ai suivi en Haute-Marne. Écoutez, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas un bruit. Une coupe rase, il n'y a pas un chat. C'est une forêt, ça reste une forêt parce qu'on est face à un peuplement quand même. On a un peuplement de jeunes Douglas qui a 2 ans. Donc on est sur une forêt, mais on est sur une forêt morte. Il n'y a pas un bruit. Heureusement qu'il y a un petit peu le vent, sinon c'est mort. C'est mort. Ouais, une forêt silencieuse. Bon, cela dit, il y a certains animaux qui y trouvent quand même leur compte. Ah oui, par exemple, les insectes, on observe que dans des plantations avec uniquement des épicéas, certains insectes, comme les scolites, font des ravages, ce qui est moins le cas, a priori, dans des forêts aux essences mélangées. Et c'est notamment le cas dans le Morvan, où ces scolites s'en donnent à cœur joie. Je l'ai constaté sur place avec Isabelle Beniche de SOS Forêt Bourgogne. Là, on est devant une plantation d'épicéas en rang et on commence à voir les premiers stigmates des scolites. Donc on en a certains qui sont dépérissants. Donc il y a fort à parier que très bientôt ça va être coupé à blanc. Donc d'insectes C'est les insectes ravageurs là, qui créent des petites galeries entre le bois et l'écorce et qui font mourir les arbres. Donc toute cette colline là va être certainement très bientôt coupée à blanc. Alors moi je l'ai vu couper à blanc quand j'étais enfant. Donc on va la recouper à blanc et je suis pas si vieille que ça. Mais quel gâchis! Un gâchis, mais un gâchis qui est vraiment lié à la monoculture ? En tout cas, c'est un facteur aggravant et on le voit aussi en Haute-Marne sur une plantation de pin Douglas attaquée par des scolites, mais qui en plus résiste mal à la sécheresse. Et ce n'est pas un hasard, estime Lucas Bénard de la CGT ONF. Ici, on est comme un peu dans un potager. Si on met des poireaux en ligne et qu'on a un ravageur du poireau qui arrive, tous nos poireaux sont foutus. Alors que si on a un peu de poireaux, un peu de carottes, des tomates, ou toutes les associations possibles et imaginables, on va toujours avoir quelque chose à la fin. Et la forêt, ça devrait être ça. Alors ça, c'est pour les arbres, mais au cours de votre enquête, Benoît, on vous a aussi alerté sur la qualité du sol. Oui, parce que le sol, ça sert notamment à stocker du carbone et ça abrite toute une forme de biodiversité. Or, si on dessouche des arbres jeunes, ça peut aussi avoir des conséquences, explique Frédéric Baucher du groupement forestier Le Chat Sauvage dans le Morvan. En intervenant avec des engins très lourds, d'abord on va avoir brassé complètement les sols parce qu'on va dessoucher, etc. Donc oxydation de la matière organique qui est dedans et perte du stockage du carbone. Et puis aussi, on sait effectivement qu'un arbre, dans les 40 premières années de sa vie, il va prélever dans le sol. Et après, il va commencer à restituer. Et là, on va évacuer l'arbre juste au moment où il a fini de prélever et où il commencerait à avoir un bilan un peu positif sur le sol. Donc c'est clair que sur le long terme, on appauvrit le sol et on l'épuise complètement, quoi. Ouais, donc on irait dans le mur. Et qu'est-ce qu'on répond du côté de la Caisse des dépôts ? Alors, on dément catégoriquement récolter des peuplements de Douglas à 35 ans. La société forestière de la Caisse des dépôts dit gérer ses forêts de manière durable, en préservant la biodiversité et en partenariat avec les associations locales. Même son de cloche chez AXA, où on explique que le Douglas ne représente que 6% de ses surfaces, composées aux 2/3 de feuillus, et on met en avant une gestion éco-certifiée sur le long terme, en évitant des coupes rases parfois nécessaires, dit-on chez AXA, du point de vue sanitaire. Et du côté de la filière bois, on conteste toute notion d'industrialisation. Écoutez Michel Druil, il est président de France Bois Forêt qui représente la filière. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à quelque chose qui est complètement irrationnel ? Il n'y a pas d'industrialisation de la forêt française. Il y a une gestion
rationnelle, respectant des principes de gestion durable de la forêt. On ne fait pas des coupes rases pour le plaisir, on fait des coupes rases parce que la forêt en a besoin, la transformation en a besoin. Si on a une forêt sacralisée, c'est une catastrophe pour le pays et c'est une catastrophe pour l'écologie. Une catastrophe pour l'écologie. Et pourtant, Benoît, cette façon de tout couper puis de tout replanter, écologiquement, elle est discutée. Oui, et même très contestée, et de même qu'on voit monter une inquiétude autour du réchauffement climatique. On voit se multiplier des livres ou des documentaires qui mettent maintenant l'accent sur l'enjeu écologique que représente la forêt. Du coup, comme avec l'agriculture, la filière bois est désormais sur la défensive, constate le journaliste Gaspard Dalens. La filière bois, elle a peur en ce moment. Elle a peur de ce qu'elle appelle elle-même le bien-être végétal. Elle se dit qu'après le débat sur le bien-être animal, on va aller vers un débat sur le bien-être végétal parce qu'il y a des enquêtes scientifiques qui sont faites, des études qui montrent qu'il y a une sensibilité des arbres, une forme d'intelligence, de mémorisation et une prise en compte en fait dans notre société de la beauté, de la majesté des arbres et la filière a peur et la filière investit dans la communication avec des budgets conséquents. L'interprofession de la filière bois investit 10 millions d'euros pour une campagne de communication justement en faveur d'usages plus industriels de la forêt et pour promouvoir le bois français, des spots publicitaires, des campagnes sur les réseaux sociaux, un site internet, des vidéos à la télé. Comme ça, elle respirera mieux. Un bûcheron qui dit face à la caméra, en faisant tomber un arbre avec sa tronçonneuse, grâce à moi, la forêt respire mieux, détourner le regard, tout va bien, c'est géré par des professionnels, et maintenant, laisser faire les professionnels. Je pense que c'est ça le message. Un jour peut-être, même les gratte-ciels seront en bois. Moi, je préfère les jeux qui sont de la forêt. Ouais, c'est sur cette invitation à construire des jouets en bois qu'on va donc se quitter. Merci Benoît Colomba. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, la lire, la podcaster aussi sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi, comme chaque semaine, nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF.